Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode tout à fait particulier puisque c'est un épisode vidéo où on va parler de pâtisserie, il y aura de la dégustation, on fait ça avec Leslie. Salut Leslie. Salut. Merci beaucoup de venir discuter, enfin c'est moi qui viens puisque vous le voyez on est chez Leslie dans ta cuisine. Exact. Donc un épisode particulier parce que on va déguster des pâtisseries et les pâtisseries c'est toi qui les fais. Donc merci de nous faire profiter, enfin pour l'instant pour le coup c'est moi qui ai profité. Quand les gens me suivent sur les réseaux, il y a des likes etc. Et puis je vais voir les profils des fois et en venant voir ton profil Instagram, eh ben, j'ai vu que tu étais médecin et à la fois que tu proposais des pâtisseries et je me suis dit incroyable, c'est le moment de la rencontrer pour discuter de tout ça. Comme d'habitude on va un petit peu décortiquer les études, mais il y aura plein de choses. On va faire de la dégustation comme dans Top Chef ou le meilleur pâtissier, etc. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Je pensais jamais dire ça de ma vie. Je vous invite à aller sur YouTube pour voir ça. Et il y aura un format audio simple pour ceux qui veulent faire de l'ASMR en écoutant nos dégustations dans le creux de l'oreille. Merci beaucoup du coup, les 3 pâtisseries tu les as réalisées pour l'épisode, donc merci. D'où est-ce que tu arrives avant de commencer tes études de médecine etc. Où est-ce que tu as grandi? Alors moi je suis de la région lyonnaise, voilà, j'ai grandi à Lyon, ma famille est originaire de Lyon et voilà, j'y suis restée jusqu'à la fin de mon externat. Voilà, c'est une région que j'aime beaucoup. Jusqu'à la fin de la 6e année. Exact. Et je suis après partie pour l'internat. Choix de l'internat Toulouse. Okay. Toulouse, ouais, parce que c'était une histoire de copains. Ok. Donc c'est un peu... De petits copains ou de copains? Non, de copains, d'amis, qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Et en fait, c'était un délire de soirée où on était tous originaires de villes différentes et on se rejoignait régulièrement sur des événements annuels d'étudiants en médecine. Et on se disait toujours internat à Toulouse, on se retrouve à Toulouse. Ok. Et on l'a fait. Et vous connaissiez la ville avant de... Non, alors eux peut-être plus, parce qu'ils étaient plus près d'ici. Moi, j'y avais jamais mis les pieds. Ok. Donc, la médecine au lycée, c'est un truc que tu as vite envisagé, c'est une sorte de vocation ou quelle était la place de la médecine à ce moment-là? Non, c'est pas une vocation, c'est pas quelque chose qui était forcément écrit. J'ai toujours aimé prendre soin des autres, mais moi c'était les animaux. Voilà, je voulais être vétérinaire. Ok. Depuis que j'avais 6 ans, j'étais passionnée d'équitation, j'ai fait beaucoup d'équitation pendant mon adolescence et du coup je voulais être véto pour les chevaux. Mmh. Et en fait, arrivant au lycée, je me suis posé d'autres questions. Puis je me suis dit, pourquoi pas pour les humains? Ça peut être sympa aussi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri en première année. Ok. La pâtisserie au lycée, une place ou pas du tout encore Non, la pâtisserie au lycée, pas une place particulière. La cuisine en général, une petite place. Mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours été plus dessert que vraiment faire la cuisine. C'est moi qui faisais les gâteaux du dimanche en famille. Mais surtout quand j'étais plus petite, je faisais souvent les gâteaux au chocolat sur les repas avec mon grand-père et tout ça. Mmh. Mais c'était vraiment ponctuel, occasionnel. Et il n'y avait rien de très, très développé à ce niveau-là en tout cas. Okay. J'aimais surtout les manger en fait. Comme beaucoup de monde, moi le premier, et donc je suis ravi de cet épisode parce que je pense qu'on va passer un bon moment. Il y a 3 pâtisseries devant nous. Est-ce que tu peux, pour teaser un peu ce qu'on va déguster, nous donner leurs petits noms si tu les as et puis, oui, bien sûr. Alors du coup, la première, c'est une tarte à la rhubarbe et au poivre de Timout de la chef Hélène Kergonen, qui officie au Prince de Galles à Paris. Sauf que c'est une recette que j'ai revisitée sans gluten. Par rapport à la recette originale. Donc, elle a le même visuel. Je me suis inspirée du magazine classique Food Pâtisserie où tous les fans de pâtisserie regardent leurs recettes. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à pâtisser d'ailleurs. Et je l'ai revisitée parce qu'elle me plaisait sur le visuel, que c'était la saison de la rhubarbe et que ça me parlait du coup de travailler ce produit-là. Elle est très très belle. Merci.
Ok. Ensuite, la deuxième. Ensuite, on est sur un cookie chocolat caramel. Voilà, on est sur de la gourmandise. On est moins sur le healthy que les autres. Voilà, j'aime bien travailler des pâtisseries un peu healthy sur le côté et sans gluten, et surtout je désucre beaucoup mes pâtisseries. J'aime bien quand une pâtisserie, ça reste une pâtisserie. Je vais pas dire que c'est bon pour la santé et qu'il faut en manger tous les jours, mais voilà, je pense qu'on peut désucrer les choses, qu'on peut retravailler les produits pour se faire plaisir sans que ce soit forcément vraiment nocif. En tout cas, ça l'est beaucoup moins que des choses qu'on peut acheter industrialisées. En tout cas, je maîtrise ce que je mets dedans, mais celui-là, il est quand même franchement sur la gourmandise. Un caramel et du chocolat, ça reste. Ok, donc pas sans gluten pour le coup. Si, sans gluten également. Oui, okay. On a le cookie qui est sans gluten et le brownie, enfin la ganache, bon, il n'y a pas de gluten évidemment, et le brownie sur le dessus aussi est sans gluten, travaillé avec de la farine de sarrasin. Ok. Et la troisième? Et la troisième, c'est ma tarte signature. Voilà. Donc, elle a une histoire, cette tarte. C'est une tarte au citron revisitée, citron hibiscus. Ok. Voilà. On a le truc d'en haut ou pas? Non. Hop. Tac, c'est pour avoir l'image des 3 petites pâtisseries. Il faut juste vérifier qu'il s'est bien lancé. Est-ce qu'il est allumé? Je vais regarder. Hop. Absolument pas. Il est en veille? Ouais, je crois. J'arrive. Ok. On va lancer un épisode qui a été réalisé avec le docteur Sophie Dubedou concernant justement l'allergie ou l'intolérance au gluten. C'est justement en fait une problématique assez centrale, mais avec parfois des termes utilisés qui ne correspondent pas. Et dans cet épisode, je ne pensais pas le faire, mais peut-être qu'on va regrouper les 2 épisodes ou les publier assez proches pour qu'il y ait une continuité. Voilà. Donc voilà les 3 pâtisseries qu'on va déguster. Le concours de première année, puisque en fait cet épisode c'est un hybride, c'est à la mode, l'hybride entre évoquer les parcours et les passions. Et du coup, ton concours de première année, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que c'est quelque chose de simple pour toi de te focaliser comme ça sur une année de fou? Sur la P1, tu veux dire? De la première année de concours de médecine, ouais. Bah, on sait un peu à quoi s'attendre. On nous prévient quand même que voilà, on va travailler et qu'on va rien faire d'autre. Donc on arrive un peu dans un mindset, on va dire, programmé au concours. Moi, j'aime bien les concours, franchement. Ça me dérange pas. Okay. Alors, la pression et l'échéance, elle est difficile. T'aimes bien sur l'aspect concurrentiel, en fait? Non, j'aime bien travailler et arriver à mes objectifs. C'est très personnel. Non, j'aime pas me battre contre les autres, mais j'aime bien me battre contre moi-même. Ok. Et du coup, c'est vrai que le format concours nous oblige à être focus, à travailler pour un objectif. Et du coup, je trouve qu'en sortie de lycée, à la fois, c'est très dur. Et à la fois, en fait, ça permet de pas réfléchir parce que c'est dur quand on sort du lycée. Si on n'a pas trop d'idées de ce qu'on veut faire et tout ça, je pense qu'on est vite perdu. Et l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Alors, on n'aime pas. Je dis pas que tout est bon à prendre. Ouais. Et malheureusement, c'est aussi un mode de sélection qui, parfois, sélectionne peut-être des bêtes de concours et des gens qui passent pas alors qu'ils seraient d'excellents médecins. Ouais. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, à titre personnel, je l'ai pas mal vécu. Alors après, comme beaucoup de monde, je l'ai fait en 2 fois. J'étais un peu préparée à le faire en 2 fois aussi. Alors, est-ce que c'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois ou pas? On va savoir. Mais... Tu t'avais anticipé ouais, je m'étais dit que je le ferais en 2 fois. Ok. Et du coup, c'est vrai que la première année, ben en fait, en même temps, on a beaucoup travaillé. Et en même temps, ben, c'est là que mon socle d'amis de toujours de la fac s'est un peu construit sur les bancs de la fac, à bûcher tous ensemble. Et ce qui fait qu'une fois qu'on a passé le concours et qu'on a presque tous réussi ce 2e concours, ben, on s'est retrouvés tous ensemble et après, c'était vraiment très chouette. C'était parti pour une belle aventure. Pour une super aventure, ouais. Donc, de la 2e à la 6e année, tout se passe à Lyon, ça se passe bien, t'es OK avec ce que tu vis, l'apprentissage, ce rythme de médecine. Est-ce que tu remets en question ce parcours, cette profession ? Alors, franchement, à l'époque, je ne remettrais pas les questionnements que j'ai aujourd'hui. Si tu me demandes la même chose aujourd'hui, je ne vais pas avoir les mêmes réponses, clairement. Mais à l'époque, en tout cas, je suis super contente d'avoir réussi. Je sais où je vais aller, je sais comment. Après, ça va être la spécialité qui va changer en fonction du 2e concours. Mais globalement, je suis rassurée aussi sur mon avenir, sur mon devenir. Donc, ça met aussi de la sérénité, je trouve. Et après, le parcours en lui-même, j'avoue franchement que j'ai énormément profité de la vie étudiante et des copains et que du coup, bah, j'en ai un super souvenir. Okay. Donc, on bûchait pour les examens.
Et puis on a rebûché à la fin pour le concours final, mais du coup je l'ai bien vécu. Ouais. On a fait beaucoup d'associatifs et de choses très sympas. Ok. La pâtisserie, toujours pas pendant la première à 6e année de médecine Pâtisserie, toujours pas. Petit appart d'étudiants, coloc, voilà, pas forcément propice à cuisiner. Et puis bon, on n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est vrai qu'on s'achète pas. Pâtisserie, il faut quand même un peu de matériel au bout d'un moment. Donc passer le cake ou le fondant au chocolat, on est vite limité. Cela dit, maintenant que j'y pense, je faisais quand même toujours les gâteaux de fin de stage. Ça a toujours été un truc. Après, on nous les impose, donc... Aussi, mais c'est vrai que ça, c'était pas une contrainte pour moi. Est-ce que c'était la passion ou l'obligation des chefs de faire de la pâtisserie ? On ne sait pas. Non, mais j'aimais bien le faire et je trouvais que c'était un moment de partage avec les équipes que j'ai toujours bien aimé. C'est ce côté convivial autour de la nourriture et ça, c'était là qu'on va dire que j'en faisais un peu, mais sinon, non. Ok. On déguste la première pâtisserie qui avec plaisir. Comment tu l'as appelée ? C'est la tarte rhubarbe poivre de Timout. Ok. Ça va être... Il va peut-être y avoir des petits bruits, mais c'est volontaire. C'est la cuisine, ambiance familiale, les assiettes. On a un petit... Voilà. Hop. La découpe de la pâtisserie. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont tu as procédé pour la réaliser ? Son petit secret de fabrication ? Alors, du coup, en composition, on a la pâte sucrée sans gluten, qui est réalisée avec un mix de farines différentes, farine de riz, il y a de la poudre de noisette, voilà. Donc on se retrouve quand même sur une texture qui est super croustillante par rapport à... D'habitude, quand on enlève le gluten, c'est toujours un peu plus friable et c'est difficile de retrouver la même texture. Mais là, je suis assez contente de la recette que j'ai réussi à faire sur ce fond de tarte. Et ensuite, on a du coup une compotée de rhubarbe. On a une crème pâtissière au poivre de Timout. Et il y a du coup un petit biscuit normalement aussi. Ouais. Voilà, un fond de tarte de crème d'amande. Ok. Derrière. Et autour, on a un crumble sans gluten aussi. Ok. Ça paraît incroyable. Donc, comme je disais, moi, je t'ai découvert quand tu as liké une page ou je sais plus, et j'ai vu tes publications. Je me suis dit, mais c'est d'un niveau incroyable. Il y a beaucoup de copains qui cuisinent et on essaie tous de cuisiner un petit peu. Tu as eu du coup des cours pour arriver à cette franchement, c'est d'un niveau de finition professionnel, quoi. Donc, comment t'es arrivé à ce niveau ? Autodidacte, complètement. Okay. Après ça, c'est mon côté un peu... quand je me mets à faire quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et j'ai commencé, en fait... la pâtisserie, elle a commencé. J'étais déjà médecin en exercice. Hein, et c'était, je pense, 2019, peut-être par là. J'étais de garde, je faisais, je pense, le 1er janvier, le 25 décembre. Enfin, je devais avoir un combo infernal, ce qui fait que j'étais chez moi toute seule et que mon conjoint, lui, était parti dans sa famille. Et puis, je me suis retrouvée entre chaque repos de garde avec tous les épisodes de Noël, là, tu sais, à la télé, qui donnent envie de manger et d'être tous ensemble. Et j'étais solo et je me suis dit, bon, je vais me faire des gâteaux, des brioches, des trucs réconfortants. Et puis, j'ai recommencé, en fait, à pâtisser comme ça. Et je suis allée sur des blogs, et puis j'ai commencé à faire des recettes. Puis ensuite, j'ai acheté ce fameux magazine, et j'ai commencé à essayer de reproduire des recettes. Alors au début, ça marche pas. Et puis comme ça marche pas, je voulais que ça marche. Donc j'ai continué à me documenter. Et puis en fait, au fil du temps, j'ai commencé à apprendre un peu toutes les bases techniques. J'ai pris d'autres formations après qui sont des formations en ligne, vidéo. Sur lesquels il y avait des détails pour apprendre à faire toutes les bases de la pâtisserie, puis les entremets, etc. Et des choses un peu plus techniques et évoluées. Et ensuite, j'ai commencé à arriver en tout cas déjà à reproduire ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire que ça ressemblait sensiblement à ce que j'avais essayé de faire. Et comme après j'ai compris les bases techniques, j'ai pu commencer à faire mes propres gâteaux. Et voilà, et ça développe ma créativité que j'ai pas du tout dans mon quotidien. Donc, je la pensais perdue à tout jamais, mais tu vois, manifestement, elle revient, ça se travaille, c'est comme un muscle. Et puis, il y a le côté super chimique que j'aime dans la pâtisserie, qui va peut-être se rapprocher de mon côté un peu plus cartésien et médecin.
Et c'est que de la chimie, la pâtisserie. Ouais. On dit qu'il faut être super précis, au gramme près. Oui, quand on dit comme ça, mais en fait, moi, je le décrirais autrement. C'est que tu vas toujours avoir les mêmes bases d'ingrédients, de la farine, des œufs, du beurre. Mais ça va dépendre de l'ordre dans lequel tu le mets, de la texture dans laquelle tu la mets, comment ça va. Et les résultats seront différents. Et c'est ça que je trouve passionnant. J'ai discuté avec Valentin, c'est du coup l'invité du premier épisode, qui a fait de la pâtisserie au cours de son externat. Salut Valentin, merci pour l'épisode. Et qui lui nous disait qu'il était passionné du processus chimique en fait de la pâtisserie, qu'il était allé au bout de l'apprentissage de tout ça, et que c'est vrai qu'il y a finalement quelque chose de scientifique en fait. Moi, je trouve. Ouais. En fait, c'est un savant mélange entre le scientifique et la précision et la créativité. Incroyable. On y va ? Allez. Parce que là... je ne peux plus résister. Donc c'est le moment ASMR, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les bruits de bouche. Peut-être que ça va en rendre certains fous. Oui, je suis très... j'arrive pas à savoir si c'est relaxant ou pas. Incroyable. La rhubarbe acidulée. Et une pâte sablée finalement. Oui, c'est une pâte... en fait, ça s'appelle une pâte sucrée. Pâte sucrée. Bon, c'est inventé par Pierre Hermé, j'invente rien. Okay. Mais en gros, c'est que souvent, tu as des poudres d'arachide dedans. Ok. Ce qui fait que c'est un peu différent de la pâte sablée et tu utilises aussi du sucre glace. Ok. Mais elle est croustillante comme... franchement, c'est très très bon. Je sais pas si c'est très podcastable ce moment, mais vous aurez le support vidéo. Ok, incroyable. Du coup, là, il y a des filaments de rhubarbe. Oui. Donc, il y a un coulis. Tu as une compotée de rhubarbe, et ensuite, c'est des rhubarbes pochées qui font des... C'était surtout pour le visuel. Ok. Et la rhubarbe, alors question hyper naïve, s'il faut, il y en a qui vont être scandalisés, tu la trouves où ? Alors, la rhubarbe, la saison, c'est à peu près la fin du printemps. Là, on arrive sur la fin. Mais globalement, c'est avril, mai, juin. Et tu en trouves normalement chez le primeur. Ok. C'est hyper dur à trouver. Cette année, j'ai trouvé ça hyper galère. Il y en a de moins en moins. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des difficultés de production ou pas. Et de la rhubarbe made in France, encore plus dur. C'est hyper bon. Il y a un côté purée de fraises que ma mère me faisait. Elle me fait des fois. C'est très proche, en fait, les deux fruits. C'est très proche. Et en fait, la rhubarbe se marie parfaitement bien avec la fraise. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en association et qui fonctionne très bien. Et moi, ce que j'aime bien dans la rhubarbe, c'est ce côté acidulé, en fait. Ouais. Et ce qui fait que tu es sur un dessert qui, normalement, ne te donne pas de la sucrosité et tout ça. Et tu es plus sur le fruit. Tu es sur le fruit et le côté acidulé te fait, entre guillemets, oublier qu'il n'y a pas, finalement, d'apport sucré majeur, quoi. Finalement, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est deux goûts qui sont proches, en fait, et qui ramènent un peu à la même connotation. Je sais pas si je m'exprime, si c'est compréhensible. Par rapport à, tu veux dire... Au côté acidulé. Oui. Et par rapport au côté sucré. Ah oui, bah ça casse vraiment la sucrosité. Et en plus, de toute façon, c'est un dessert que j'ai désucré aussi par rapport à la recette originale. Ok. Et j'aime bien aussi utiliser des alternatives de sucre. Parce que par rapport au sucre blanc, on sait tous que les choses raffinées, c'est pas forcément le meilleur pour la santé. Et tu peux utiliser des sucres qui sont plus complets, qui vont avoir en plus une richesse de goût, un peu plus caramélisée, tout ça. Et tu as besoin d'en mettre moins, parce que tu as un index de sucre qui est supérieur. Donc en fait, tu vas mettre moins de sucre que du sucre blanc, donc c'est tout bénef. Ok, incroyable. Ok. Et le coulis, tu l'appelles, c'est un insert ou c'est quoi ? Alors, c'est une compotée à la rhubarbe. Mais au-dessus de la pâte sucrée. Ah, c'est une crème pâtissière. Crème pâtissière. Franchement, c'est délicieux. Merci. Combien de temps pour faire ces petites tartelettes ? Pour que je sache l'investissement duquel je suis en train de profiter. C'est assez long parce que tu as déjà, tu as plusieurs préparations. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5 différentes. Et puis, tu as des temps de pause, tu as des temps de congélation. Ouais. La pâtisserie, c'est long parce que souvent, tu as des temps de repos et des temps de congélation. Pour les montages, pour que ce soit joli, que ça se tienne. Donc, c'est, on va dire, au moins 2 jours
C'est vrai que ça, c'est compliqué. Parce qu'on a toujours envie de... Excusez-moi, je parle la bouche pleine. Mais j'avais dit que c'était un épisode particulier. On a toujours envie de se lancer dans des pâtisseries en one-shot pour 3-4 heures. On sait qu'il y a un peu de temps, mais en fait, il y a plusieurs jours nécessaires parce qu'il y a de la congélation. C'est ça. Après, ça dépend. Si tu peux partir sur des choses simples et te faire des cookies, des cakes ou même une tarte aux fruits et le faire en 2-3 heures ou moins même. Mais c'est vrai que si tu fais une pâte sucrée, même avec ou sans gluten, peu importe, mais l'idéal, c'est qu'elle ait un temps de pause. Donc, généralement, tu la laisses reposer au frigo 24 heures. Ça permet... C'est moins vrai sur le sans gluten, mais tu as de la rétractation avec le gluten. Donc, si tu la travailles tout de suite, elle va se rétracter. Donc, idéalement, il faut laisser reposer sa pâte. Puis plus tu la laisses reposer, plus les arômes ils vont maturer ensemble avec les matières grasses et tout. Donc, c'est toujours meilleur quand tu prends du temps. Super. Ok. Incroyable. Moi, je vis ma best life. Du coup, on reprend notre petit fil des études. Tu arrives à la fin de l'internat. Est-ce que tu as une idée de ta profession médicale, quelle spécialité? Ou alors Toulouse, ça s'installe assez vite finalement? Oui, Toulouse. Tu sais que tu vas aller à Toulouse à quand en fait? Oui, bah en fait Toulouse c'est un délire de copains. Voilà. Et tu vous dites ça quand? On est tous originaires de villes différentes et on se retrouve chaque année un peu au même endroit en soirée universitaire et c'est des regroupements, voilà, on va dire nationaux de tous les étudiants. Et on devient copains et je pense qu'à partir de la 3e année, on commence à se dire ok, on se retrouve à l'internat à Toulouse. Et chacun avec sa spécialité en tête. Et c'est un délire, tous les ans on se dit ça. Et en fait, arrivé à l'internat, on choisit tous Toulouse et aujourd'hui c'est encore mes amis. Donc vraiment, super. C'est arrivé comme ça. Et côté spécialité, tu choisis quoi et pourquoi? Alors, spécialité... D'abord, est-ce qu'il y a un objectif avant le concours? Ouais. Clairement, il y a un objectif, moi, c'est l'anesthésie réa. Ok. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Très vite, en fait, je fais un stage en réa pendant l'externat. Et là, ça match. Réanimation, et ça match tout de suite. Il y a tout ce que j'aime. Il y a le côté urgence, détresse vitale et tout ça que j'aime. En tout cas, qui me passionne. Le côté très réactif, il faut prendre des décisions rapides et de la gravité. Voilà, c'est vraiment tout de suite vers ce qui m'attire en médecine, on va dire. Et derrière, ce que j'aimais bien en réanimation, c'est que tu as quand même un suivi, tu pousses un peu plus, tu vois les familles, tu es quand même au contact des gens pendant... Tu as cette phase très aiguë, puis après tu as une phase, on va dire, un peu plus chronique et de réflexion que j'aime beaucoup aussi. Et je trouvais ça hyper complet. En plus, tu as plein de gestes techniques. Bon, bah, quand tu es jeune, en plus, au début... Enfin, j'aime toujours ça, hein, mais c'est vrai que ça peut être un peu le petit plus, tu vois, les gestes techniques. Et, donc, ça combinait un peu tout. Et l'anesthésie, j'étais peut-être un peu moins attirée comme ça, mais pourquoi pas? Et comme c'était à l'époque, en tout cas, moi, une spécialité unique, hein, tu n'avais pas encore le MIR. Ouais. Du coup, j'étais focus sur cette spécialité-là. Ok. Et donc, gros objectif, parce que nous, en tout cas, sur les dernières années, c'est une spécialité qui est bien montée au niveau des classements. C'était déjà le cas? C'était déjà le cas. Il fallait être dans les... Alors, nous, à l'époque, on était 8000 à le passer, et il fallait être dans les 2500. Ok. Premier quart. Ouais, premier quart, et si tu voulais une ville sympa, encore plus. Bon. Premier 8e. Voilà. Comme beaucoup de spécialités, hein. Mais c'est vrai que du coup, j'avais un gros objectif, et puis tous les feux semblaient ouverts, les préparations, les concours blancs, ça matchait. Ça rentrait dans l'ordre, et puis le jour J, tu contrôles pas toujours tout, et là, je tombe sur un sujet que je rate. Voilà. Okay. Donc je rate un des sujets, et un sujet que tu rates, ça suffit pour pas avoir ton classement. Ça dégringole vite? Ouais, ça dégringole vite, hein, toujours dans un mouchard de poche, surtout dans cette partie-là, entre les 1000 et 2000 et 3000, on va dire, c'est les points d'écart, ils sont tellement infimes. Et donc, je me retrouve pas avec le classement suffisant pour faire de l'anesthésia. Donc sur le coup, ça, pour le coup, c'est mon premier échec, vraiment. Autant la première année de médecine, quand je l'avais raté la première fois, je te disais, j'étais un peu préparée. Là, vraiment, vraiment gros coup dur. Ok. Et puis, tu as ce truc quand même sur les années de médecine. En tout cas, moi, c'était super présent. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça évolue. Et tant mieux. C'est ce truc de, si tu fais pas une spé, si tu n'as pas un bon classement, si tu choisis pas ta ville, tu as raté. Vraiment, t'es pas bon, t'as pas les épaules, t'as raté. Et donc, moi, je l'ai vécu comme un échec de je suis pas assez bonne, j'ai raté, et voilà. De qui, tu penses, qui a ce genre de sentiment de...
Dans quel sens tu veux dire ? On te dit que tu as raté. Alors, personne ne me le dit, je me le dis à moi-même. Ouais. Après, si les universitaires avaient tendance, en tout cas, à nous mettre beaucoup de pression et tout ça dans nos stages. Et donc, forcément, ça infuse un petit peu ce truc. Et puis, c'est vrai que quand t'as pas ce que tu veux faire, t'as l'impression que le monde s'écroule. En fait, t'es tellement focus dessus. Ça fait 7 ans que tu bosses pour ça. Et puis, t'as pas de recul. T'as que ça dans ta vie à cette époque-là. Tu vois, t'as pas encore de famille. Enfin, t'as tes parents, tes frères et sœurs. Mais généralement, t'as pas construit ta vie. C'est central. Ouais. Et puis, t'as l'impression que tu joues ta vie là-dessus. Et que si c'est pas ce que tu veux, y a rien d'autre à côté. Donc, ça nécessite un peu de recul. Je me rappelle à l'époque... J'étais super contente parce qu'on avait réussi à faire notre dernier stage d'internat à Nouméa avec des copains. Donc on était à Nouméa à faire notre stage. Moi j'étais aux urgences là-bas. Et super souvenir. Et tout le monde a le bon résultat et ce qu'il veut et pas moi. Je suis un peu la seule. Et du coup c'était très dur à digérer. Et en même temps, heureusement que j'étais avec eux. Peut-être heureusement que j'étais loin de chez moi et loin du contexte, on va dire, du concours. Ce qui fait que j'ai réussi à avancer. Et puis, j'ai rebondi en me disant, OK, je vais me tourner vers la médecine d'urgence. OK. Donc, je pars à Toulouse faire mon internat. Tu choisis médecine d'urgence. Je choisis, à l'époque, il n'y avait pas le desk de médecine d'urgence, donc je choisis médecine générale. OK. Et je commence ma maquette de médecine générale, et puis avec la maquette de desk de médecine d'urgence que j'intègre au cours du parcours. Donc, pour expliquer aux non-initiés de la médecine... il y avait donc la spécialité de médecine générale et il fallait rajouter, c'était quoi ? Tu rajoutais, en gros, il y avait 1 an d'internat, 1 an de post-internat pour que ça te fasse 4 ans pour devenir urgentiste à l'époque. Et actuellement, c'est une spécialité à part entière. Les étudiants en 6e année choisissent médecin urgentiste. Voilà. Ok. Donc tu rebondis comme ça parce que tu te dis que dans la médecine d'urgence, il y a aussi des gestes, il y a aussi la transversalité, il y a quelque chose qui va un peu correspondre à l'objectif. Voilà, c'est vrai que comme c'était le côté un peu réanimation qui m'attirait plus dans la spécialité initiale, je me suis dit, je vais quand même toucher du doigt ce côté détresse vitale, urgence. J'ai fait beaucoup de SAMU après, donc c'est vrai que ça, j'aimais bien. Et puis, ça me plaisait quand même, franchement. En fait, j'aime bien aussi, ce que j'aime dans ces jobs-là, c'est le côté équipe. Je trouve que tu as un vrai esprit d'équipe, tu es obligé de travailler en équipe, enfin, tout le temps, mais... C'est très présent, là. Tu peux rien faire sans ton infirmier, sans ton aide-soignant, sans ton ambulancier. Sans l'organisation générale. Tu peux rien faire. Donc, chacun dépend les uns des autres. Et tu vis des trucs super forts et intenses parce que des fois, c'est des situations critiques, notamment au SAMU. Et ça crée quand même vraiment des choses très, très puissantes, je trouve. Alors, pour le meilleur comme pour le pire. Et donc, jamais trop d'ambition de travailler en libéral, cabinet Non, pas du tout. Vraiment, moi, j'adore l'hôpital. J'adore travailler en équipe et donc, pour moi, c'est l'hôpital. Quoi, Ok. Ça, du coup, les 4 années se déroulent. Qu'est-ce que tu fais actuellement comme spécialité ? Donc, il y a eu encore changement. Effectivement, donc je fais ma maquette, je fais mon assistanat en médecine d'urgence à Toulouse, tout se passe bien, voilà. Je fais plein de rencontres, ça se passe quand même très bien. Mais j'ai toujours cette réa qui me trotte dans la tête. Et j'arrive pas à passer vraiment à autre chose. Et même si je m'épanouis dans ce que je fais, il y a ce truc-là qui me manque, parce que c'est ça, pour le coup, c'était une vraie passion. Toujours réa, pas Anest. Que la réa. Enfin, et qu'est-ce qui te... obnubilé dans la réanimation, parce que là aussi pour le non-initié en médecine, on manipule beaucoup les mouvements ioniques, c'est-à-dire que c'est la recherche permanente de qu'est-ce qui va pas, avec beaucoup de finesse. C'est une spécialité aussi incroyable sur le plan des gestes, intubation, les KT, tout ça, tu les connais mieux que moi. C'était quoi au final le gros... J'aimais trop la réflexion et je trouvais qu'en médecine d'urgence, j'adorais quand on faisait un déchocage, donc une prise en charge en urgence d'une détresse vitale, mais ça me manquait parce que ça s'arrête là. Et tu passes la main justement au réanimateur ou autre spécialité et derrière, tu n'as plus de suivi. Et je trouvais que la réa, sur ça, tu poussais plus le raisonnement, tu allais plus loin. Il y a cette deuxième partie vraiment et où tu vois un peu ce que tu as fait, le résultat et l'avancée de ton patient dans un sens comme dans l'autre. Mais... Chose que certains détestent au contraire. Les urgentistes nous disent que c'est l'instant T et après le patient s'en va, il est sauvé, entre guillemets, on espère. Stabilisé. Il est stabilisé.
Et eux, en tout cas, certains défendent cette idée de vraiment prendre en charge au début, et puis après, ils passent la main. Toi, au contraire, c'était la volonté de faire la continuité. C'est peut-être ça justement qui me manquait par rapport à la médecine d'urgence, c'est que je retrouvais en réa. Et puis certains gestes techniques aussi que tu peux pas vraiment faire aux urgences ou qui sont plus compliqués, que j'aime beaucoup. Donc, lesquels ? Moi, j'aime aller poser des cathéters, c'est chouette. Les intubations, voilà, c'est chouette aussi. Cathéter, tu peux nous expliquer ? Alors, en réanimation, quand tu as quelqu'un, tu peux pas toujours lui passer des médicaments sur les petites cathéters qu'on peut mettre habituellement, comme tout le monde a pu voir. Donc, on doit mettre dans des gros vaisseaux des cathéters spécifiques pour passer des médicaments spécifiques qui permettent de stabiliser notamment la tension artérielle et des choses comme ça. Et ensuite, on a aussi des cathéters justement dans les artères pour monitorer de façon précise l'hémodynamique du patient, la stabilité et tout ça. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, varie la pratique. Et puis, après, il y a d'autres gestes. Ce que j'aime, c'est en fait la croisée des chemins entre les gestes de certaines spécialités. Et en même temps, ça t'amène à travailler de façon plus poussée avec les spécialités par rapport à la médecine d'urgence, où tu vas demander l'avis du spécialiste qui va te le donner, puis ça va un peu s'arrêter là, et puis le patient va partir. Là, tu travailles avec le spécialiste. Et je trouve ça hyper enrichissant, et ce que j'adore dans la réa, alors peut-être que ça varie un peu maintenant, mais en tout cas, à l'époque où j'y étais, tu avais les anesthésistes réanimateurs, mais tu avais aussi ceux qui faisaient de la réanimation médicale qui étaient issus d'autres spécialités médicales. Et je trouvais la richesse incroyable. Tu te retrouvais avec des néphrologues, des pneumologues, des anesthésistes justement, des urgentistes parfois, vraiment des spécialités incroyables et la richesse, quoi. Donc chacun arrive avec son bagage de spécialité autour du patient et tu apprends des trucs tous les jours et c'est hyper cool, quoi. Ok. Et du coup, tu fais comment pour passer de médecin urgentiste à anesthésia ? Là, c'est le parcours du combattant. Ouais. Là, on me dit, franchement, on me dit, tu n'y arriveras jamais. C'est pas possible. Les responsables de spécialité, etc. Les responsables aussi bien dans la spécialité d'urgence que dans la réanimation, aussi bien que mes collègues ou mes co-internes. À part certains de mes amis proches qui croient en moi, mais c'est tellement compliqué. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans une case en médecine, c'est dur d'en sortir. Et puis, personne ne favorise forcément les passerelles. Donc, j'ai ensuite quand même eu la chance de croiser des gens qui m'ont permis de faire ça dans mon parcours. Je suis partie à Clermont-Ferrand, au CHU, pour commencer à me former à la réanimation. Donc là, j'étais déjà PH, donc médecin senior, praticien hospitalier. Et je suis partie de chez moi, je suis allée apprendre à faire de la réa parce que je voulais pas être autodidacte pour le coup, pas comme la pâtisserie. Je voulais avoir une vraie formation. Donc je suis allée faire l'équivalent du DESC, ça s'appelait le DUMI. Et donc c'est interrégional et c'est le même parcours. Tu fais les mêmes cours que ceux qui faisaient le DESC de réanimation. Et en fait, j'avais mes stages pratiques là-bas. Ça m'a pris 1 an. Ensuite, je suis allée aussi un peu à Vichy en stage. Et puis, mon conjoint était toujours à Toulouse. On faisait les allers-retours. Et ensuite, je suis revenue. J'ai réussi à aller à l'hôpital d'Albi, qui était l'hôpital où j'étais allée interne, que j'adore. Cet hôpital, c'est mon hôpital de cœur. J'ai toujours aimé. Voilà, je suis passée aux urgences là-bas internes. Et j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là un chef de service en réa qui a accepté mon parcours, moyennant... la petite machine à café qui n'était pas prévue. Attends 2 minutes, elle va finir. Qu'est-ce que... je l'ai pas pensé à celle-là. C'est bon. Ça sera pas coupé au montage. Donc la machine à café a fini, c'est bon. Ouais. Oui, du coup, je te disais que voilà, moyennant, en tout cas, j'ai dû beaucoup batailler, faire mes preuves, montrer que j'en voulais vraiment, que je voulais être là. Ça a été dur. Je suis repartie encore à Bordeaux 1 an, en réa, en med à Pellegrin, pour finir de me former. Et ensuite, je suis allée à Paris, au Conseil national, pour faire une validation. Ouais, c'est vraiment le parcours du combattant, parce qu'en fait, ils veulent... Je pense que c'est pour ne pas avoir trop de démarches, je sais pas, mais en tout cas, ils cloisonnent à fond les gens qui veulent changer de spécialité. Je sais pas, sans doute pour pas qu'il y ait trop de médi-mélo, peut-être. Je sais pas, tu le vois comment, tu l'expliques comment, toi ? Je pense qu'il y a une part un petit peu...
Je sais pas, c'est vrai qu'il y a ce truc, t'es dans une spécialité, et puis après, chacun est dans la sienne, et des fois, on regarde pas les autres. Je trouve en médecine, parfois, c'est un peu dommage. Au lieu d'être un corps médical, on est chacun dans notre spécialité. Et peut-être que universitairement, on a aussi ce côté très cloisonné. Je pense que ça change avec les nouveaux universitaires qui sont peut-être un peu des nouvelles générations, mais en tout cas, c'était quand même très comme ça. Et je trouve ça particulièrement dommage dans des spécialités comme les urgences ou la réanimation qui sont quand même très usantes, qui sont des spécialités difficiles en termes de rythme, en termes d'émotion, d'intensité, de week-end, et puis surtout les urgences aussi, ça s'arrête jamais, et puis c'est très très dur émotionnellement, et je trouve que cloisonner les gens là-dedans, c'est difficile. C'est comme ça que tu arrives à des burn-out, ou peut-être un peu de lassitude, de frustration, alors qu'on pourrait favoriser certaines formes de passerelles, ou en tout cas moyennant bien sûr de se former, c'est évident, mais voilà, alors peut-être que les choses vont évoluer dans ce sens-là. Si à la foi ou la passion, c'est clair qu'il faut laisser faire, quoi. C'est vrai que quand tu vois d'autres pays, c'est une autre manière de faire. Au début, on parlait du concours et tout ça. Là, pour le coup, j'ai eu le bon sens sur la première année et le mauvais côté du concours sur la deuxième, puisque j'ai pas pu accéder à ce qui me faisait vibrer, tu vois. Et c'est dommage, parce qu'en même temps, on manque de médecins. On va chercher des médecins parfois parce qu'on n'en a plus. Et toi, c'est le rêve de ta life de faire ça et tu peux pas le faire. Donc, c'est vrai que mon parcours, je le conseillerais pas à tout le monde. Enfin... Ou alors, il faut vraiment être motivé. C'était épuisant, c'était moralement hyper dur, c'était flippant. Il a duré combien de temps ton internat, du coup ? Si tu rajoutes... Moi, mon internat, il faisait 4 ans. J'ai fait mes 2 ans d'assistanat. J'ai enchaîné avec ce parcours en réa un petit peu parallèle. Et donc, j'ai dû faire une dizaine d'années en plus pour avoir le tampon réanimateur donc, officiellement. 10 plus 6, on est à 16 ans, impec. Ouais, c'est ça, tranquille. Voilà. Et donc... Comme ça suffisait pas, pâtisserie, on va goûter la deuxième, parce que là, pour le coup, moi, je suis à donf chocolat. Tu nous racontes ? Alors, le deuxième, c'est un cookie avec une ganache au chocolat au lait. Il y a du caramel à l'intérieur et un petit disque en chocolat tempéré au chocolat dulce. Le chocolat dulce, c'est un chocolat qui est à la base blanc et qui est retravaillé avec un petit goût caramélisé. Donc, il y a une histoire un peu sympa d'un chef qui l'a oublié, en fait. Du chocolat blanc, et le lendemain ça a donné ça et c'est devenu un chocolat vraiment qui cartonne, tout le monde, il est trop bon, donc j'espère qu'il te plaira. Ouais, je pense aussi. Il va falloir me réexpliquer après avoir commencé à déguster pour comprendre. Ok, alors je vais le couper. Waouh, c'est coulant. Alors là on est sur de la gourmandise, quand même, il en fallait un petit peu. Bienvenue dans Top Chef. Ça reste de la pâtisserie. Il faut se faire plaisir. Incroyable. Vraiment, là, pour le coup, très, très gourmand. Coquin gourmand, comme certains disent. Voilà. Alors, on reprend la base. Donc, à la base, c'est un cookie sans gluten. Pareil, travaillé avec de la farine de sarrasin. Ok. Qui est plutôt moelleux. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... sous-cuit le cookie, mais ça c'est très variable en fonction des goûts de chacun. Ouais. Ensuite on a un caramel et puis on a une ganache au chocolat au lait et un petit disque de chocolat dulce. Très 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 bon. Une petite pointe de sel. Ouais, exact. Il y a un peu de sel. Alors c'est de la fleur de sel. Ok. Déjà ça va hyper bien avec le cookie et surtout avec le caramel. Et généralement, ça casse aussi la sucrosité quand tu as la fleur de sel. Ça vient un petit peu rehausser les goûts. Et ensuite, moi, j'utilise du sel que j'achète à Gruissant. Alors, Gruissant, c'est à côté de Narbonne. Et en fait, on va tout le temps en vacances là-bas. Voilà, je fais beaucoup de kitesurf et j'adore là-bas. On embrasse Quentin qui a fait un épisode avec nous. Sur le kite ? Non, sur l'amour pour Gruissant et son engagement à Gruissant. Incroyable. Moi, je suis fan de Gruissant, voilà. Voilà. Et du coup, là-bas, il y a un marais salin qui est top. Et ils font plein de sel et plein de sel aromatisé. Donc, je les utilise beaucoup pour ma pâtisserie. Aromatisés, ils font comment ? Là, tu vois, c'était un sel au cacao. Tu as des sels au citron. T'en as qui sont salés. Et t'en as qui sont un peu sucrés. Donc, c'est hyper chouette en pâtisserie. C'est incroyablement bon. Vraiment. Et puis, comme ils disent dans Top Chef, il faut... les différentes textures. Moi, je l'avais jamais trop touché du doigt quand je fais de la cuisine.
Mais c'est vrai qu'il faut un peu de complexité en bouche pour qu'il y ait du croquant, du fondant, du moelleux, etc. Et c'est vrai que ça, je sais pas quel est le truc qui se passe, mais ça donne une complexité. En plus du goût, cette complexité de mâche, c'est incroyable. Bah, en fait, c'est vrai que sinon, dans le palais, tu t'ennuies vite. Et c'est un peu comme les vins. En fait, ça va prolonger les saveurs. Le fait que tu aies différentes textures. Et t'en as qui vont être plutôt diffuseuses de goût, t'en as qui vont plutôt être exhausteurs de goût. Et donc, tu vois, le sel, ça va être un peu exhausteur. Par contre, le gras, ça va être plutôt diffuseur. Donc, ça va te prolonger un petit peu ce goût dans la longueur. Et puis, le côté biscuit, c'est aussi de la densité. Donc, ça te fait de la mâche. Au-dessus, la petite lamelle, tu peux me rappeler? Je suis désolé. Alors, la petite... Je suis tellement excité que j'ai oublié... écoute, c'est un disque en chocolat tempéré de chocolat dulce. C'est un chocolat Valrhona. Alors, je sais pas trop si on a le droit de dire des marques, mais en tout cas, c'est pour moi la meilleure marque de chocolat, vraiment. Et c'est une marque française qui est faite en Rhône-Alpes, qui est vers chez mes parents. Okay. Et du coup, en plus, ce chocolat, c'est un chocolat blanc qui a un petit peu été oublié sur un bord de table et qui est devenu ce fameux chocolat dulce fait par Frédéric Beau et qui cartonne dans le monde de la pâtisserie. Il est énormément utilisé. D'accord. Je parlais de ton compte Insta au début. Je vous invite. Est-ce qu'elles existent, ces 3 pâtisseries, sur ta page ou pas? Alors, elles n'existent pas encore. Elles vont sortir. Rassure-moi, t'as pris les photos avant. J'ai pris des photos avant. Mais oui, elles vont exister en tout cas. Ah, on est en avant-première? Exactement. Ah, incroyable. Eh bien, je suis très, 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 très heureux de pouvoir faire cette avant-première et de parler de tes futures publications. Comme ça, les gens auront nos mots. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'être critique culinaire parce qu'il faut les termes. Mais bon, dire déjà que c'est incroyable, c'est déjà bien. Ok. Donc, la cuisine. Il n'y a pas du tout de place dans ton parcours du combattant. Là, c'est 0. Et du coup, tu nous disais 2019, le début de... Donc, 5 ans pour atteindre ce niveau, sachant que tu bosses, que donc... bravo, parce que là, moi, de ce que je vois, vraiment, de ce que je vois et de ce que je goûte, il y a un niveau incroyable. C'est devenu une passion. C'est devenu plus qu'une passion. Alors, c'est d'abord devenu une passion et que j'ai voulu maîtriser pleinement parce que j'aime bien maîtriser et parce qu'après, c'est sans fin, en fait. Tu peux créer et te faire vraiment plaisir. Et ensuite, c'est devenu un challenge. Et là, c'est en train de devenir peut-être un side project, un projet à part entière, en tout cas en complément en tout cas de mon métier. Donc, beaucoup de choses qui ont évolué sur ces 5 ans, en dehors du fait que techniquement, j'ai progressé. Moi-même, j'ai changé un petit peu j'ai eu des expériences qui m'ont fait évoluer sur la pâtisserie, notamment des projets, on va dire, avec des concours. Et j'ai fait un premier concours à Toulouse qui était chez un chef étoilé au Capitole. Ok. Et globalement, il avait lancé un concours pour avoir son dessert à la carte. Enfin, son dessert, c'était un plat, il y avait les deux. Ah, d'accord. À la carte de son restaurant. Et j'ai été dans les 3 finalistes de ce concours. Alors, attends, dans la chronologie, tu t'y mets en 2019. Et quand est-ce que tu fais ce concours, par exemple? Je crois que je le fais en 2021, quelque chose comme ça. Ouais, t'as vraiment enchaîné à pâtisser beaucoup et vraiment obtenu une belle qualité assez rapidement, en fait. Oui, du coup, c'est vrai que j'ai bien focusé, on va dire, sur le temps. Dès que j'ai du temps de libre, en fait, je fais ça. Alors, je suis très sportive à côté de ça, je fais du sport, je m'occupe de ma famille et tout, mais on va dire que le temps que j'ai pour moi, je le fais là-dessus, ça me vide la tête. Et en même temps, ça développe tout ce dont on a déjà parlé. Donc, je fais ce concours, mais un peu comme ça, et puis je me retrouve sélectionnée. Et c'est la première fois que je me confronte aux pros, en fait, au milieu professionnel de la cuisine. C'était des pros avec qui tu étais en concurrence? Alors non, c'était un concours amateur. Ok. Cela dit, c'était un concours amateur, mais les 2 autres finalistes étaient tous en CAP cuisine. Ok. Ou travaillaient déjà en restauration. Donc, j'étais vraiment, moi, la amatrice qui sortait
complètement de ce milieu-là. Tu finis 3e sur une note où il y a des éliminations, des finales, des trucs comme ça? Alors, on se retrouve sur plusieurs étapes de sélection, mais c'est que sur la phase finale où on a dû faire notre préparation et la présenter au chef et au jury en live. Donc, la finale, on a été convoqués dans ces cuisines. Donc, je me retrouve dans des cuisines de pro. Ah ouais. Je sors de chez moi et je me retrouve avec un jury de foodies toulousains, Instagrammeurs et autres dont c'est le métier. Mmh. Et ce chef qui a quand même une étoile, donc qui a un peu, voilà, de l'ambition et une rigueur. C'est ça, une rigueur et dont la vie du coup est hyper important. Et je fais mon dessert. Déjà, je suis contente parce que je le sors, j'arrive à sortir quelque chose en 2 heures. Le jury le mange et puis c'est vrai que. Tu fais quoi? Alors j'ai fait c'était comme un entremets autour de la figue et de la violette. Voilà. Donc il était joli, il était bon, mais c'est vrai que je me suis fait avoir parce que, par exemple, j'avais pas utilisé le même arôme qu'à la maison. C'était un arôme professionnel pour la violette. Bon, c'était en référence à Toulouse et tout ça. Ouais. Et le chef, par exemple, me fait une réflexion à la fin en me disant c'est très bien, c'est super, mais c'est pas assez équilibré sur les goûts. La violette prend trop le dessus, ça sature un peu le palais, etc. Donc vraiment, premier coup où tu te retrouves pas juste avec la famille et les copains qui disent ouais, c'est hyper bon, j'adore ce que tu fais, tu vois. Et un peu duré là, je me dis bon... qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que finalement j'essaye d'aller plus loin et d'être meilleure ou je continue de faire mes petits gâteaux pour les copains? Et bon, le challenge fait que je me dis ok, j'ai compris, il faut que je progresse. Donc je vais aller encore plus loin. Et en fait, ça me sort de ma zone de confort complètement. Je me retrouve un peu démunie ce jour-là. Mais... T'es impactée par son avis? Ouais, parce que... Il y avait son avis, et puis il y avait le jury, puis c'est passé à la radio sur France Bleu Occitanie, et puis j'ai entendu les jurys après coup. Ah ouais, t'as dû entendre des trucs qui étaient un peu... alors c'était pas méchant, mais c'est vrai que je me suis dit, ah ouais, ça fait un peu mal. Et du coup, ça m'a, sur le coup, on va dire peut-être un peu vexée, mais c'était constructif, puisqu'ils avaient raison. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis dit, allez, bosse encore, quoi. Et là, ta force, c'est pas de te dire, les gars, de toute façon, je suis médecin, on se calme, soyez pas trop dur, je fais ce que je peux. Oui, et en même temps, comme j'ai envie de faire mieux, je sais pas ce que c'est, de faire mieux, eh bien, je pousse un peu le truc. Et je me retrouve finalement faire des castings après, plus pour des émissions. Ah, ok. Et donc ça aussi, ça m'a fait beaucoup avancer. Tu participes? Non, la première fois, je fais tout le parcours et je me retrouve un petit peu à la fin du parcours sans être sélectionnée. On peut dire laquelle ou pas? Bon, j'ai fait le casting du meilleur pâtissier. Ok. Voilà. Et donc, j'ai fait toutes les étapes de sélection et puis ça s'est arrêté... on va dire sur la fin, j'ai pas intégré l'émission. Ça, c'était en 2022, je pense. T'as vu Cyril et Non, alors tu les vois pas encore à ce moment-là. Du coup, non. Et par contre, derrière, là, j'ai cette année fait une nouvelle émission où là, j'ai intégré l'émission et qui va être diffusée prochainement. On peut faire. Tu vois, on prépare l'épisode, mais je savais pas. On peut le dire ou pas? Alors, on peut le dire, ça dépend à quel moment tu diffuses le podcast. On le diffusera quand on pourra le dire. C'est quoi, du coup? Donc, du coup, je vais participer à l'émission qui sort en septembre sur M6, qui va s'appeler Ma meilleure recette de France. Ok. Voilà, donc ça, c'est avec Cyril Lignac, avec François-Régis Gaudry et avec Stéphanie Lequelec. Et du coup, c'est une émission, en gros, régionale, où ils allaient chercher... Alors, tu avais des plats salés, des plats sucrés. Et fallait montrer ton dessert signature, d'où la tarte au citron que j'ai fait aujourd'hui, qui est le dessert que j'ai fait pour l'émission. Et le troisième qu'on va déguster. Voilà. Ok. Et qui, du coup, était mon dessert signature et qui avait une histoire, donc régionale, parce que j'avais voulu y mettre un peu les couleurs de la ville rose. Ouais. Mais tout en travaillant avec de l'hibiscus pour aussi avoir des saveurs qui étaient un peu différentes de la tarte au citron classique. Alors, on peut présenter, si tu veux, en bonne et due forme. Raconte-nous. Donc, c'est une tarte au citron que j'ai appelée du coup la tarte au citron façon ville rose, qui était pour moi quelque chose qui représentait le sud, le soleil. Voilà, la tarte au citron, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce dessert. Et ça, c'était pour le côté sud-ouest. Et ensuite, les couleurs qui rappelaient la ville rose et que j'ai travaillé autour de cette meringue à l'hibiscus.
Et ensuite, j'ai utilisé des produits régionaux. Donc, il y avait des noisettes de la région, il y avait la pointe de sel de Gruissant. Et voilà, donc... Et il te tient particulièrement à cœur ? Oui, il me tient à cœur pour 2 raisons. La première, c'est que la tarte au citron, c'est un peu la Madeleine de Proust chez moi. Ok. On a toujours mangé avec ma sœur, ma grand-mère. Là, de ce que je vois, on n'est pas sur une tarte au citron. Et donc, je suis impatient de goûter pour... On est sur une revisite totale, c'est clair. Du coup, c'est vrai que c'était le dessert qu'on mangeait, tu vois, quand on était petite. Et donc, on a toujours aimé ça. Et puis, c'était un peu le dessert. Je te disais, j'amenais souvent des desserts en fin de stage. J'amenais une tarte au citron en fin de stage hyper souvent. Donc, j'ai toujours un peu associé ce dessert au partage. Et puis, c'était une petite anecdote à la naissance de mon fils, un peu rigolote, la tarte au citron avec des copains. Donc, voilà, toute une histoire autour de ce dessert. Et puis après, il y avait tout le travail que j'ai fait pour l'émission sur construire la recette, les textures, pour arriver à surprendre les chefs, à amener une particularité. C'est vraiment pour l'émission que tu t'es penché sur la recette en essayant d'être max innovante. Oui. Et de vraiment trouver un truc. Tu l'avais jamais fait avant et tu as trouvé l'équilibre pour l'émission. T'es arrivé à ton truc comme tu le voulais pour l'émission. Alors, disons que j'avais déjà des pistes et j'ai utilisé des choses que je savais faire, des parties de recettes que je savais faire. Je me suis inspirée évidemment de gens avec qui j'avais fait des ateliers. J'ai suivi des ateliers notamment avec une fille qui s'appelle Camille, que j'aime beaucoup et qui a déjà travaillé des choses comme ça, de visuel et tout ça. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée. Et derrière, j'ai voulu, moi, retravailler tout ça à ma façon, avec ma revisite. Et donc, du coup, je remercie. Et l'émission... pardon, tu remercies ? Je remercie tous les gens qui m'ont aidé à avoir cette idée-là. L'émission, ça va être quoi le projet ? C'est pareil, un concours ? Alors, oui, c'est un concours. Okay. En fait, en gros, c'est pour élire la meilleure recette de France. Okay. Ça a été tourné ? Ça a été tourné. Très bien. Écoutez, je pose plus de questions. Je veux pas être hors clou et que ce podcast se fasse défoncer. Non, de toute façon, j'ai pas le droit de donner le déroulé de l'émission. Il faudra la regarder. Moi là, je suis en train de découvrir que tu pars sur une émission incroyable sur M6, donc évidemment que je vais la regarder. Et si tu veux mon avis, t'es au-dessus de tout le monde là, de ce que je goûte. Donc les autres, en plus, on s'en fout. C'est très gentil. Ok, et donc tu disais tout à l'heure que peut-être qu'il y a double objectif maintenant professionnel. Ça se prend quelle forme en fait quand on est à Nestréa et qu'on veut placer la pâtisserie dans sa vie ? Alors, quand on veut placer la pâtisserie dans sa vie en étant à Nestréa, c'est compliqué parce que j'ai mis longtemps à essayer de trouver le lien entre les deux. Je voulais vraiment arriver à trouver quelque chose qui unit mes 2 mondes. Donc, du coup, évidemment, on va dire que c'est plutôt la nutrition. Et puis, en fait, il y a ce côté sans gluten qui est venu un petit peu sur le tard et qui m'a permis de développer vraiment quelque chose là-dedans. En fait, moi, j'ai découvert que j'avais une hypersensibilité au gluten, qui est juste invalidante, on va dire, de façon fonctionnelle, que j'ai pas de maladie sous-jacente. Et du coup, je me suis dit, au lieu de... Comme j'ai diminué, voire arrêté le gluten, je voulais que ce soit quand même quelque chose que je puisse challenger et garder tout ce que j'ai appris à faire et tout ce qui me fait plaisir de faire. J'adore faire des pâtisseries françaises, qui sont belles, qui sont bonnes. Et donc, il a fallu rechallenger tout parce que ça change complètement les textures et tout ça dès que tu n'utilises plus la farine de blé. Donc, j'ai bossé pour revisiter tout ça, pour que ça ait à peu près les mêmes goûts, les mêmes textures, les mêmes visuels. Toujours dans cette démarche un peu chimique. Complètement. Ce côté-là t'intéressait aussi. Ouais, du coup, en fait, finalement, d'une difficulté, j'en ai peut-être transformé ça en force, en tout cas. Et maintenant, ce que j'aimerais, moi, c'est... éventuellement proposer aux gens qui ne savent pas forcément faire des pâtisseries sans gluten et qui ne peuvent pas en manger pour plus diverses raisons, soit parce qu'ils ont une maladie cœliaque, soit parce qu'ils sont comme moi hypersensibles, ou parce que juste ils veulent diminuer ou varier leur alimentation, parce que ça reste une farine blanche, alors même tu peux utiliser de la complète, mais tu vas trouver des avantages nutritionnels dans d'autres farines, et donc c'est aussi l'avantage de parfois enlever le gluten et de travailler autre chose. Et du coup, apprendre à ces gens peut-être à se faire plaisir, parce que franchement, à part si tu habites Paris et encore, tu veux t'acheter un bon gâteau sans gluten, il n'y en a pas. Okay. C'est difficile, et du coup, soit tu es obligé d'acheter des gâteaux industriels, avec toutes les limites que ça peut avoir,
Et ensuite, en dehors de ça, il y a ce côté satisfaction à cuisiner, à apprendre à être autonome et à pouvoir proposer des trucs. Voilà, soit parce que ton enfant il peut pas manger, tu veux lui faire un super gâteau d'anniv, ou tu as un copain qui peut pas en manger, mais tu l'invites quand même. Bref, pour tout ça. Et le projet, c'est un point de vente ou d'aller proposer tes productions à des revendeurs? Alors, le projet, c'est pas de vendre des gâteaux. Déjà, pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pas de CAP pâtisserie, pâtissier. Et il faudrait que je vende que des pâtisseries sèches. Et moi, j'utilise quand même des produits frais. Pas de vendre avec un point de vente, tu veux dire? Et en fait, légalement, t'as pas le droit de vendre sans CAP des pâtisseries fraîches, avec de la crème, avec des choses comme ça. Donc, c'est une profession qui est réglementée. Du coup, tu peux... Voilà, je te les donne et tout ça, donc c'est OK. Mais si je voulais les vendre, il faudrait soit que je passe le CAP, mais c'est surtout que je pense qu'en termes de temps, je m'en sortirais pas. Tu vois, un boulot de pâtissier, c'est énorme. Il se lève à 4h du mat, il y a de la production, il y a de la logistique. C'est un métier à part entière. Que même si je me formais pour l'apprendre, ce serait compliqué avec ma vie actuelle. T'as des gardes toujours, toi? Moi, j'ai des gardes toujours. Hein. Okay. Je fais 4 à 6 gardes par mois. Ok. Voilà, avec les enfants à côté qui sont petits. Donc oui, j'ai pas beaucoup de temps. Donc l'idée, et ça rejoint un peu le côté médecine que j'ai toujours aimé, c'est la transmission, c'est partager ce que je sais. J'aimais bien le faire avec les internes. C'est pour ça que je te disais, l'hôpital, j'adore les internes, j'adore les externes, j'adore partager mes connaissances. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas partager tout ce que j'ai appris avec les gens. Donc, en fait, ce serait plutôt à apprendre aux gens à faire de la pâtisserie sans gluten. Ah, ok. Donc, plus de la transmission. Ouais. Super. Incroyable. On y va pour la 3e? On y va. Alors... franchement, la connotation sans gluten, j'avoue qu'il y a toujours une petite idée reçue. Moi, de ce que je goûte, waouh, ça a l'air ouf. Les saveurs, merci beaucoup. Wow. Les saveurs, les textures, on n'est pas du tout sur ce que je connaissais du sans gluten. On refait le petit point, les petites Alors, celle-là, je la connais par cœur. Ah ouais. Les petites pétales de violette? Alors, du coup, à la base, donc, on a encore une pâte sucrée sans gluten. Ok. Tu as une crème de noisettes avec de l'hibiscus. Tu as ensuite un curd de citron au calamansi. Alors, le calamansi, je ne sais pas si tu connais, c'est un agrume philippin. Ok. C'est hyper acide. Ok. Mais je trouve que ça se marie très bien et ça casse aussi la sucrosité, le fait d'avoir une acidité. Et puis, alors, la tarte au citron... Tu l'aimes ou tu la détestes, et puis il y a des partis pris. Il y a des gens qui adorent, qui détestent, il y a des gens qui l'aiment plutôt pas trop sucré, d'autres très acide. Donc ça va dépendre de chacun. Moi, j'aime bien quand c'est un peu acide et pas trop sucré. J'espère que t'aimeras. Et ensuite, on a des pétales de meringue à l'hibiscus. Donc il n'y a pas de colorant, hein, c'est 100% naturel. C'est travaillé avec des fleurs d'hibiscus. C'est vrai? Ouais. Ah, mais ça va être un travail énorme. C'est un peu de boulot, ouais. Parce que là, vraiment, les couleurs sont éclatantes. C'est incroyable. Sans colorant, très bien. Allez, c'est parti. On est reparti pour de la SMR. Je ne m'en lasse pas. Trop bon. Incroyable. T'as dit noisette? Il y a de la noisette, ouais. Et de l'amande? Non, c'est noisette. Ok, incroyable. On sent hyper bien. Il y a un équilibre parfait entre l'acidité, elle est pas, enfin comment dire, elle est équilibrée quoi. Elle est contrebalancée par la base. T'as la noisette qui amène un peu de rondeur et qui casse le côté acide. L'hibiscus, lui, est aussi un petit peu acidulé, donc ça va quand même avec le citron. Et normalement, tout ça fait que c'est pas trop sucré, malgré le fait que tu as une petite meringue dessus, qui amène un peu de croustillant, mais pas trop de sucre. J'allais te demander, l'hibiscus, c'est de la meringue? Oui. Enfin, alors l'hibiscus, en gros, c'est des fleurs. Je viens de prendre une pétale sur la langue, elle a fondu, incroyable. Ah oui. En fait, l'hibiscus, c'est des fleurs séchées, tu vois. Et là, tu les travailles, du coup, avec les blancs d'œufs. Voilà, je fais infuser les fleurs dans le blanc d'œuf. Et ensuite, ça amène la coloration et un petit peu de goût. Et ensuite, je fais une meringue classique. Je suis privilégié de goûter tout ça parce que vraiment, c'est de haut vol, quoi. Vraiment, Merci beaucoup.
Peu de monde l'a goûté, à part Cyril Lignac et François-Régis Gaudry et Stéphanie Lequelec. Ouais. Franchement, j'ai pas trop les termes techniques, mais l'équilibre est nickel, l'acidité elle est ouf. J'aime vraiment beaucoup, quoi. Mais super, tant mieux. Et puis, encore une fois, on est sur une cuisine sans gluten et voilà, ça casse tous les codes et pour moi, je suis pas en train de manger quelque chose de sans gluten un peu relou des fois, où les goûts sont partis, les saveurs les textures sont pas là. Incroyable. C'est exactement ça, j'aimerais vraiment... ce que j'aimerais transmettre en fait aux gens, c'est que tu peux te faire super plaisir et tu peux manger la même chose que les autres en fait, même si tu as un régime restrictif, en tout cas sur celui-là. Après, j'aime bien de toute façon l'idée de développer des pâtisseries adaptées aux intolérances, tu vois, en règle générale. Donc là, moi, c'est une histoire personnelle avec le gluten qui fait que je me suis orientée là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant de retravailler des pâtisseries classiques de façon à ce que tout le monde puisse les manger, peu importe leurs restrictions alimentaires ou leurs convictions. Donc après, difficile de mettre toutes les restrictions alimentaires dans une seule pâtisserie parce que si t'enlèves le lait, le gluten, la crème fraîche et les œufs et tout, tu peux pas correspondre. Et les arachides, t'as plus de gâteau, mais... Franchement, c'est ouf, hein. Bravo. Hein. C'est... je pensais pas que ce podcast puisse m'amener à une position privilégiée comme ça, mais j'avoue que... Et puis là, pour le coup, vraiment, ça croustille de fou, comme s'il y avait du sucre. Incroyable. Merci beaucoup. Écoute, tant mieux. Le citron, trop bon. Tu nous racontes comment tu le fais ? La crème ? Ouais, c'est un curd de citron. Donc en fait, tu mets des œufs, tu mets du citron. Donc là, il y a un mix de jus de citron vert et de calamansi. Et globalement, tu fais cuire ça. Ça poche les œufs, donc ça donne la texture un peu du curd que tu as dans la crème de citron. Okay. Et ensuite, tu la coules sur ta tartelette et voilà, c'est fini. Incroyable. Tu penses publier des fois des vidéos de recettes Parce que moi, je le vois avec le podcast, quand on est médecin, à côté, c'est un travail énorme. Est-ce que tu penses arriver un jour à pouvoir publier et être un peu, proposer des contenus sur les réseaux sociaux ? Alors, j'ai une page Instagram que j'alimente régulièrement, qui s'appelle Lesticantero, hein. Mon nom. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, je l'alimentais beaucoup de photos et de montage vidéo de mes gâteaux. Donc, c'est très visuel, où je donne la composition, mais je donne pas forcément les recettes. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais aller un peu plus loin. Donc, j'ai réfléchi. Je pense que déjà, j'aimerais peut-être proposer quelque chose sur les revisites des recettes de chef, justement. Un petit peu pour partager ça... peut-être sur une chaîne YouTube, je pense, et que les gens puissent revisiter ces recettes-là avec une version sans gluten. Et ça, je donnerai la recette, je ferai un pas à pas vidéo, et du coup, ça, j'aimerais beaucoup le faire. Et ensuite, j'aimerais bien créer ma propre formation, du coup, avec toutes les bases techniques, un peu des bases, on va dire, théoriques sur le gluten, que ce soit sur le corps et sur l'alimentation, ce que ça fait. Et ensuite, avoir les bases des biscuits et puis quelques recettes peut-être un peu plus sympas, de la plus facile à la plus technique, pour que les gens, ils aient, en fait, j'aimerais bien que les gens, ils sachent faire et surtout, ils aient une espèce d'endroit où il y a tout. Parce qu'aujourd'hui, tu veux faire un truc sans gluten, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu dois parcourir les blogs, Instagram, YouTube ou les livres de recettes pour te trouver un petit peu une espèce d'association. Et là, en fait, les gens, ils auraient une sorte de répertoire avec tout ce qu'ils ont besoin et ils piquent dedans. Soit ils prennent des bouts, soit ils font le gâteau en entier. Et ils deviennent autonomes, mais ils se font plaisir et voilà. Ok. Et parce que, pour préciser, tu dis, pour toi, qu'est-ce qui manque sur la faisabilité ? C'est d'aller chercher les ingrédients ou même en termes de proposition de recettes, c'est encore limité ? Proposition de recettes, je trouve que c'est très limité, ou c'est toujours des recettes ultra basiques, ultra simples. Bon, tu vas avoir un cookie ou un brownie. Et puis parfois, la texture, elle sera pas dingue non plus. Et ensuite, c'est si tu veux faire une pâtisserie un peu plus classique ou peut-être avec d'autres saveurs, tu vas être obligé d'aller chercher peut-être ton biscuit là, et puis ta tarte ici, et puis tu te rappelles plus où tu l'as mis, ce que tu as fait, t'enregistres tes trucs, tu sais plus où c'est. Et ce qui fait que c'est un peu décourageant, en fait, je trouve.
Et ensuite, même en termes d'ingrédients et de comprendre par quoi tu peux substituer, ce que tu peux faire, pas faire, je trouve que c'est intéressant un peu d'avoir une sorte de référentiel plutôt que d'aller chercher des infos sur Internet. Et en plus, je pense en tout cas pouvoir proposer quelque chose qui est fiable. Parce que trier sur Internet les infos, c'est pas toujours facile de savoir le vrai du faux. Tu sais jamais trop le rendu que ça va faire. Et puis savoir vraiment si c'est sans gluten, est-ce que tu peux le manger, à quoi ça correspond. Parce que si tu es hypersensible, c'est pas très grave. Au pire, t'as mal au ventre. Si t'es cœliaque, c'est pas la même. Donc, les cœliaques sont un peu plus formés et savent un peu plus faire tout ça. Mais c'est vrai que... Et puis c'est surtout d'apporter ce plaisir parce que je trouve que ça manque, en fait, cruellement, quoi. Et du coup, j'aimerais pouvoir leur faire plaisir. Ok. J'espère que ça va le faire. En tout cas, déjà, de ce que tu publies, moi, c'est pour ça qu'à la base, je t'ai contacté. Je savais pas que tu allais devenir une star de la pâtisserie française. J'en suis pas là. Mais de ce que tu proposes, c'est déjà incroyable. Donc, bravo. Du coup, avec tout ça, est-ce que la Nesrea va un jour... sortir de ton organisation, de ton quotidien? Parce que là, pour le coup, c'est un grand saut, quoi. Sortir de mon quotidien, aujourd'hui, non. J'ai besoin de faire mon travail et je ne vis pas encore de ça. Mais j'avoue que je laisserai l'opportunité, si elle se présente, ou en tout cas celle que je vais me créer aussi moi-même. Je vais essayer, en tout cas, d'aller au bout de ce projet-là, de voir ce que ça donne. Si c'est un side project en plus de la réa, ça sera déjà super. Et puis, si ça peut être une activité à un moment, je vivrai l'expérience à fond parce que je suis pas du tout lassée de mon métier. J'adore la réa, j'adore la médecine. Mais je pense que dans une vie, on peut faire plein de choses et s'épanouir dans plein de choses. Et franchement, si j'ai cette opportunité-là, je pense que je la saisirai, oui. Bravo pour le message que tu fais passer. Il faut aller à donf sur les choses qui nous intéressent, sur les passions. Exactement. Et si on a quelque chose dans le ventre, faut y aller, quoi. Franchement, ouais, il faut y aller, il faut y croire. Pour l'instant, j'ai rien fait de très spécial, mais j'y crois. J'ai envie de donner... en tout cas de l'énergie là-dedans et puis tout simplement ça me fait plaisir, donc en fait je pense que ça m'équilibre aussi d'une certaine manière. Incroyable, bravo, merci pour ce privilège d'avoir goûté à tout ça. L'émission, tu nous rappelles le titre à la rentrée? Alors l'émission va s'appeler Ma meilleure recette de France. Elle s'appelle Ma meilleure recette de France parce que je pense que du coup pour pas faire de bêtises, je vais sortir l'épisode après le début de l'épisode. Enfin, tu me donneras d'ailleurs ton aval de quand est-ce qu'on peut publier l'épisode ou pas. Bien sûr. Donc diffusé en septembre sur M6, probablement en pré-prime, donc 18h. Ok. Voilà, donc à suivre mon aventure dans cette émission et puis la suite. À venir. Et on découvrira tout ça. Leslie, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On n'a pas regardé une seule fois les caméras, on n'est pas très bon là-dessus, mais j'espère que l'épisode vous plaira, que les visuels seront ok. Sinon, il y a dans tous les cas l'audio. Merci tout le monde, merci Leslie, et merci à bientôt toi. Pour de nouveaux épisodes. Merci pour l'invitation, c'était super. Avec plaisir. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.